L'horloge de l'église Sainte-Marie-Mead venait de sonner 3h30 lorsque le petit cortège funèbre sortit du porche, soudain baigné de soleil. C'était l'enterrement de madame Agnès Redwell, veuve, bienfaitrice, et le genre de femme pour laquelle chacun se sentait obligé de dire quelque chose de gentil, même si peu savait quoi. La voix du vicaire résonnait encore, grave et lasse, comme s'il essayait de mettre de l'ordre dans les derniers détails de ses affaires. Miss Marple se tenait près de la porte de la liche, les mains gantées croisées sur le manche de son ombrelle, observant les visages qui passèrent devant elle. Les sœurs Redwell, aux cheveux gris et muets, le jardinier, sa casquette enfoncée contre sa poitrine, et la jeune madame Carson, dont les yeux brillaient un peu trop pour laisser place au chagrin. Ce n'était pas la mort de la veuve qui troublait Miss Marple, malade depuis des mois, mais la clé, maintenant accrochée à un ruban noir au poignet du vicaire. Elle avait été retrouvée sur la table de nuit de la défunte, la seule clé d'une pièce de son cottage où personne n'était entré depuis 20 ans. Les villageois chuchotaient à propos de cette pièce fermée à clé depuis aussi longtemps que Miss Marple s'en souvenait. Certains disaient qu'elle contenait les papiers de son défunt mari, d'autres laissaient entendre une dispute qui s'était terminée dans le silence. Le vicaire, incertain de la marche à suivre, avait apporté la clé de la cérémonie avec l'intention de la remettre à l'exécuteur testamentaire après l'enterrement. Elle accrochait maintenant la lumière du soleil comme un éclat de glace, ordinaire dans du métal, extraordinaire par conséquent. Derrière Miss Marple, Madame Bantry murmura que c'était un vrai réconfort de voir une telle affluence, même si son regard ne cessait de se porter vers la clé. Miss Marple sourit faiblement, son attention non pas sur l'émotion de Madame Bantry, mais sur la façon dont la main du vicaire tremblait chaque fois que quelqu'un présentait ses condoléances. Un poids moral pesait sur ce petit morceau de cuivre, et Miss Marple, qui avait connu toute sa vie de petits poids domestiques, ressentit le changement d'atmosphère aussi vivement qu'un courant d'air sous une porte. Lorsque la tombe fut comblée et que la foule se dirigea vers le cimetière, l'inspecteur Hewitt arriva, les bottes poussiéreuses du chemin, chapeau à la main. Il discuta doucement avec le vicaire, accepta la clé et la glissa dans une enveloppe. La tâche semblait anodine. Pourtant plusieurs villageois s'arrêtèrent net, comme s'ils sentaient par instinct que ce n'était pas tout à fait terminé. Plus tard, au thé du presbytère, la conversation oscilla entre condoléances et curiosité. Madame Price Ridley déclara qu'Agnès Redwell vivait recluse depuis 1937 et que la pièce ne devait rien receler de plus scandaleux que des factures impayées. Le colonel Melchett, retraité et florissant, insista sur le fait qu'il s'agissait d'un autre de ces mystères féminins, les sentiments enfouis et oubliés. Mademoiselle Hartnell, naturellement, rétorqua que personne ne renfermait les sentiments derrière le chêne, et le fer pendant 2 décennies. Miss Marple sirotait son thé, écoutant comme toujours, tout en tricotant un petit vêtement gris dont la forme aurait pu correspondre à n'importe quoi, une écharpe ou une morale. Elle n'avait aucune envie de se joindre aux spéculations. Elle observait simplement comment les gens se révélaient lorsqu'ils pensaient parler de quelqu'un d'autre. Madame Carson, par exemple, parlait avec un rire rapide et défensif, tandis que la femme du pasteur remplissait les tasses trop souvent, les joues rouges d'agitation. Quelque chose avait été perturbé au-delà des convenances, et les convenances, à St. Mary Mead, étaient la peau qui empêchait tout ce qui était humain de se répandre. Alors que l'horloge sonnait 4 heures, un vacarme soudain à la porte réduisit la pièce au silence. La gouvernante du vicaire entra, pâle et troublée, murmurant quelque chose qui fit voler la main du vicaire vers sa poche de poitrine. Il en sortit l'enveloppe contenant la clé, mais elle était vide. Un instant, il se contenta de fixer la pièce, comme si cette absence était un sacrilège. Le bavardage s'éteint dans un léger silence d'attente. Miss Marple posa sa tasse avec une précision méticuleuse. Elle ne se leva pas et ne parla pas, mais son regard suivit les mains maladroites du vicaire, la façon dont son regard se porta vers la fenêtre ouverte, puis vers la silhouette rapide de Madame Carson près de la porte. La petite clé avait disparu entre les funérailles et le vol de thé, si fragile, si inutile, qu'elle ne pouvait signifier qu'une chose: quelqu'un avait besoin que cette porte verrouillée reste fermée ou qu'elle soit ouverte de sa propre main. Dehors, le soleil de l'après-midi s'adoucit sur les murs de pierre de l'église, et depuis le cottage lointain de feu Madame Redwell, un merle se mit à chanter, sa voix étrangement claire pour un jour de deuil. Miss Marple l'écouta un instant plus longtemps que quiconque, comme si la mélodie elle-même contenait un indice, puis prit discrètement son sac à tricot. D'après son expérience, le mal attendait rarement l'obscurité,
Il préférait l'heure où chacun pensait à la fin de la journée. L'enveloppe gisait froissée sur le bureau du vicaire, son rabat déchiré, son contenu disparu. La femme du vicaire se tenait près de la fenêtre, tordant son mouchoir, tandis que l'inspecteur Hewitt interrogeait la gouvernante d'une voix qui semblait sans succès. Il était très patient. Il avait prévenu le gendarme du poste, mais personne ne doutait que la clé avait été volée entre le cimetière et la table à thé. Madame Carson a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien vu, même si elle a répété le mot « rien » avec une attitude défensive qui ressemblait plutôt à tout. Le colonel Melchett marmonna quelque chose à propos d'une curiosité macabre et proposa d'explorer le jardin. Miss Marple resta assise, la tête penchée, les doigts immobiles sur la laine gris pâle posée sur ses genoux. À première vue, elle semblait absorbée par une maille perdue dont seule Madame Bantry, qui la connaissait bien, interprétait ce silence comme une forme d'écoute. Le soir venu, l'histoire avait parcouru le village comme le vent dans les rosiers, chaque auditeur la remodelant à sa guise. Chez l'épicier, M. Ellis la déclara honteuse, preuve que les funérailles attirèrent désormais les mauvaises personnes. À la poste, Mademoiselle Hartnell confia que la clé était certainement liée au scandale de 1941, lorsque le compagnon de Madame Redwell avait disparu pendant la nuit. Au salon de thé Bluebell, Madame Price Ridley murmura que la nièce d'Agnès Redwell, Madame Carson, n'était pas du tout sa parente, seulement recueillie par pitié. Miss Marple, rentrant chez elle par le chemin au crépuscule, entendit des fragments de ses théories flotter par les fenêtres ouvertes, comme des lambeaux de rideaux. Elle s'arrêta devant le cottage Redwell, volet clos, jardin impeccablement entretenu malgré la mort de sa maîtresse. La serrure du portail d'entrée brillait faiblement dans la pénombre. Quelque part dans cette maison, pensa-t-elle, la clé manquante avait autrefois pu s'adapter à une autre serrure, et maintenant, peut-être, une seconde main était-elle prête à la réutiliser. Le lendemain matin, l'inspecteur Hewitt arrive au cottage, accompagné du notaire, M. Penrose, et du vicaire. Miss Marple apparut, apparemment pour apporter des fleurs, bien que ses 12 yeux bleus ne permirent rien de la cérémonie. La clé manquant toujours, M. Penrose fit venir un serrurier pour ouvrir la porte scellée sous la surveillance d'un fonctionnaire. Les villageois, attirés aussi inévitablement que des étourneaux par une miette, se rassemblèrent auprès de la clôture. Lorsque la lourde porte finit par céder, un air vicié et intouchable s'échappa, comme si la pièce avait retenu son souffle. À l'intérieur se trouvait un petit secrétaire, le portrait d'un officier de marine noirci par la poussière et une chaise unique drapée d'un vieux châle. Sur la table reposait un brin de lavande séché et un cadre photo vide. Rien de sensationnel, rien qui aurait dû justifier 20 ans de secret, et pourtant les 3 hommes restèrent plantés là, le regard fixé sur la scène, comme s'ils venaient de se confesser. Miss Marple les observait en silence, le regard fixé sur le parquet dont une planche irrégulière s'était déformée avec le temps. Elle songea aux habitudes méticuleuses de Madame Redwell. Jamais une moquette n'était laissée de travers, jamais une étagère non cirée. Une planche déformée n'était pas de sa faute, c'était un signe de négligence ou de dissimulation. L'inspecteur se pencha, la testa et fronça les sourcils en entendant un bruit de vide en dessous. Il la souleva avec précaution, révélant une petite boîte en fer-blanc enveloppée dans un tissu jauni. À l'intérieur se trouvaient des lettres, nouées d'un ruban délavé, et une petite broche en curieux nœud de veuve, travaillée en jais et argent, ornée d'une minuscule breloque en forme de clé. Le vicaire fit un signe de croix, et l'avocat soupira. Hewitt, plus pragmatique, rassembla le contenu dans un sac à preuves. Les lettres racontent bien assez tôt leur histoire. Le regard de Miss Marple s'attarda sur la broche, son esprit effleurant des parallèles à demi oubliés. Madame Pritchard de Old Compton, qui avait conservé une bague de deuil pour un mari encore vivant, ou la pauvre Lucy Trant, dont la vanité avait coûté la paix à une autre femme. La folie humaine avait tendance à se replier sur elle-même, comme ces pièces closes, intimes, parfumées et empoisonnées. En fin d'après-midi, les rumeurs avaient repris de plus belle. La broche était maudite, les lettres indécentes, le vicaire impliqué, Madame Carson impliquée, et Miss Marplewell disait « on » en savait plus qu'elle ne le laissait paraître, ce qui, comme l'avait remarqué Madame Bantry, était la seule rumeur vraie. Au coucher du soleil, les rideaux du cottage flottaient, bien qu'il n'y eût personne à l'intérieur. Madame Carson se tenait devant son portail, parlant avec sérieux à l'inspecteur Hewitt. Elle affirmait que les lettres étaient des affaires privées de sa tante, indignes d'être exposées.
Son ton oscillait entre chagrin et appréhension, et ses mains, pâles sur ses manches noires, ne s'arrêtaient jamais de bouger. La politesse de Hewitt était militaire, son doute était visible. Miss Marple, passant, inclina la tête en guise de salut. Madame Carson força un sourire, lança quelque chose à propos d'une affaire affreuse et se retourna vers l'inspecteur. Le vent emporta ses paroles, mais pas celles, mi-application, mi-avertissement. De retour dans son salon, Miss Marple posa son tricot et regarda le crépuscule tomber sur le toit du presbytère. Quelque part, la clé disparue existait encore. Cachée ou abandonnée, elle reliait désormais deux mystères, une pièce longtemps scellée et un secret longtemps entretenu. D'après son expérience, les secrets avaient des racines profondes, souvent sous les parterres de fleurs que l'on prenait tant de plaisir à soigner. L'horloge de l'église sonna 7 heures. Miss Marple se leva, rapprocha son châle et murmura qu'on pouvait toujours juger de la véracité d'une affaire à la rapidité avec laquelle les personnes respectables se sentaient mal à l'aise. Dehors, les premières étoiles apparaissent. Indigne d'être exposé, disiez-vous? Le ton de l'inspecteur Hewitt était dénué de jugement et de compassion tandis qu'il observait Madame Carson à travers l'étroit salon. La nièce de feu, Madame Redwell, était pâle dans la lumière de l'après-midi, le feu éteint, l'air légèrement parfumé de lavande et de malaise. Elle serrait les mains trop fort, comme pour empêcher son histoire de se répandre. « C'étaient des lettres privées, » murmura-t-elle. Elles dataient d'il y a des années. Ma tante était une femme fière. Elle aurait détesté voir son nom mentionné dans les ragots. « Les ragots, dit Hewitt, n'ont pas fait la moitié du travail que ces lettres auraient pu faire. Tant que nous ne les aurons pas lues, madame, nous ne pourrons pas savoir de quoi elles parlent. » Miss Marple, assise près de la cheminée sous prétexte de raccommoder une couture tombée, ne leva pas les yeux. « On confond souvent secret et dignité, dit-elle doucement. Et parfois ils ont raison, mais pas toujours. » Madame Carson serra les lèvres, mais ne dit rien. Hewitt prit congé peu après, promettant de revenir dès que le notaire aurait fini de cataloguer le contenu de la boîte. Une fois la porte refermée, Miss Marple continua de travailler son aiguille avec une patience délicate, bien que ses yeux brillaient d'un lointain souvenir. « J'ai connu une femme à St. Faith's qui gardait toutes les lettres écrites par son mari, par le devant, dit-elle doucement. Elle les lisait à voix haute aux visiteurs jusqu'à ce que quelqu'un lui demande pourquoi elle commençait toutes par commencer par « Ma très chère Émilie » quand son nom était Margaret. Madame Carson eut un rire cassant. « Tu crois donc que les lettres de ma tante étaient des lettres d'amour ? » « Je pense, dit Miss Marple en pliant soigneusement son ouvrage, que l'amour et l'embarras partagent souvent la même écriture. Dehors, la ruelle luisait sous la bruine de l'après-midi. L'air était chargé d'une odeur de terre humide et de fumée de bois, mêlée à celle, plus insaisissable, de l'anxiété qui semblait se répandre partout où la curiosité s'était emparée de lui. Le lendemain matin, la moitié de la paroisse avait conclu que les lettres contenaient une confession. L'autre moitié y voyait la preuve d'une liaison avec l'officier de marine du portrait. Ces deux théories conviennent aux appétits moraux de St. Mary Mead, où le scandale se savourait entre deux scènes. Pendant ce temps, l'inspecteur Hewitt découvrait les limites des preuves tangibles. La boîte en fer blanc contenait 22 lettres, chacune signée seulement de l'initiale. Leur ton est affectueux, parfois suppliant d'évoquer une relation non seulement romantique, mais désespérée. Il y avait des allusions à l'argent, au silence, à la peur d'être découvert. Pourtant, aucune n'identifie l'auteur. La broche, une fois nettoyée, révéla que le petit charme en forme de clé pourrait bien s'adapter à une petite serrure, mais pas à celle qui avait scellé la pièce. Lorsque Miss Marple visita le presbytère plus tard dans la journée, elle trouva l'inspecteur et le vicaire perplexes sur ce point, tels deux écoliers confrontés à une énigme injuste. Elle écouta en silence, puis suggéra que le verrou était peut-être destiné à verrouiller quelque chose de plus petit qu'une porte. « Un coffret à bijoux » demanda le vicaire. « Ou un cœur » murmura l'inspecteur, à moitié pour lui-même. Miss Marple sourit. Les deux peuvent être remarquablement bien gardés. Dans l'après-midi, Madame Bantry passa nous annoncer que Madame Price Ridley avait aperçu une silhouette près du cottage Redwell après la tombée de la nuit, plutôt grande, emmitouflée, se mouvant comme une conscience coupable. Le colonel Melchett avait écarté cette idée, mais Miss Marple en prit note. La culpabilité avait souvent une excellente posture. Au crépuscule, Miss Marple fit sa promenade du soir dans le cimetière où la nouvelle tombe portait encore ses couronnes.
Un rouge-gorge se percha sur l'un des lits blancs, picorant le ruban sur lequel était écrit « À la douce mémoire ». Le spectacle était étrangement poignant, une légère dégradation de la cérémonie par la vie elle-même. Miss Marple marque une pause, songeant que les gens, eux aussi, avaient une façon de défaire leurs hommages avant même que les fleurs ne fanent. Un bruit de pas derrière elle la tira de ses pensées. Madame Carson s'approcha, le visage pâle sous son chapeau noir. « Miss Marple, dit-elle, puis-je vous demander quelque chose ? » « Bien sûr, ma chère, si quelqu'un possédait un secret de famille et qu'il était révélé après sa mort, serait-il mal de le protéger ? Même maintenant ?» Miss Marple la regarda avec douceur. « Mal est un bien grand mot, Madame Carson, mais la dissimulation a tendance à attirer l'attention, un peu comme un parfum trop répandu. » Madame Carson eut un rire étranglé, puis se couvrit la bouche. « Tu me prends pour un idiot. Je pense, dit gentiment Miss Marple, que la bêtise et l'affection vont souvent de pair. Mais il faut faire attention à qui l'on protège. Les morts nous en remercient rarement. » La jeune femme hocha la tête, les yeux brillants de larmes fraîches, et s'éloigna précipitamment. Miss Marple resta un moment à contempler la tombe jusqu'à ce que le crépuscule prenne une teinte indigo. Une brise agita de nouveau les rubans, les tordant. Affectueux d'envie. De retour chez elle, elle trouva un mot glissé sous sa porte, non signé, griffonné à la hâte et sentant légèrement la fumée de pipe. Il ne contenait que 6 mots. Demande, à propos de la fille du jardinier. Ce soir. Miss Marple plaça le mot sous la lampe, l'air indéchiffrable. Les secrets avaient commencé à germer comme des mauvaises herbes dans le jardin de Madame Redwell, et il était temps, pensa-t-elle, de voir lesquelles prospéraient dans l'obscurité. Petites oreilles, vigilants. Le papier tremblait légèrement dans la main de Miss Marple, tandis qu'elle le tournait vers la lumière de la lampe. Renseignez-vous sur la filleouée du jardinier. Ce soir, c'était écrit d'un gribouillage masculin et incertain, le genre de ceux qui rédigent rarement des actes de vente plus longs. Elle pensa à M. Leug, le jardinier des Redwell, voûté, aux doigts larges et loyaux comme le sont les hommes qui ont trop vu la vie privée d'autrui. Sa fille, Alice, avait quitté le village quelques années auparavant, dans des circonstances que personne n'explique jamais vraiment, mais que chacun avait suppléées. Miss Marple enfila son châle et sortit dans le chemin. La nuit était calme, d'un silence qui écoutait. Une lumière brûlait encore dans la chaumière derrière la haie du presbytère, la petite demeure de M. Leug, la porte entr'ouverte. Elle frappa doucement et entra sur son invitation bourrue. Il s'assit à table, une tasse devant lui, les restes d'un dîner froid à côté. Ses yeux, rougis et inquiets, se tournèrent peut-être vers elle. « Tu as bien reçu mon message, alors ?»« Oui, » dit doucement Miss Marple. « Tu aurais pu t'épargner la marche. J'avais l'intention de te voir demain matin. » Il s'est frotté le front. « Je ne voulais pas le mettre par écrit, pas correctement. On dirait que je crée des problèmes. Qui le ferait ?» Il hésita, puis murmura. « Sa nièce, Madame Carson. Et peut-être que l'inspecteur aussi, si on en arrive là. » Miss Marple était assise en face de lui, les mains jointes. « Parlez-moi de votre fille, Monsieur Leug. » Il fixa sa tasse. Alice travaillait au cottage des années auparavant. Elle aidait au ménage, aux courses, ce genre de choses. Madame Redwell l'appréciait. Elle disait qu'elle était utile et discrète, selon ses propres termes. Puis un jour, elle l'a mise à la porte. Sans préavis, sans raison, la jeune fille est rentrée en pleurs, racontant qu'il y avait eu un malentendu à propos d'une lettre. Après cela, personne ne voulait l'embaucher. Elle a dit qu'il y avait eu parlé. Elle départit en service à Bristol. Elle n'est jamais revenue. Miss Marple l'écouta sans l'interrompre, hochant seulement la tête lorsqu'il hésitait. Et la lettre ? Elle a dit que c'était quelque chose que Madame Redwell avait trouvé manquant. Elle a prétendu qu'Alice l'avait lu. Ma fille a juré que non. Vous savez comment ça se passe, mesdames. On croit ce qui nous arrange. Mais je suppose que cette lettre a quelque chose à voir avec tout ça. Son regard s'adoucit. Et pourquoi m'écrire maintenant ? Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre fermée. Parce que quelqu'un est entré dans mon hangar ces 2 nuits-là. Rien de volé, rien que des empreintes de pas près du banc. Et j'ai vu Madame Carson au bord du chemin hier soir, après la tombée de la nuit. Ne me dites pas qu'elle a des affaires près de mes poules à cette heure-là. Miss Marple le remercia et partit en promettant de n'en rien dire. Sur le chemin du retour, elle repassa devant le cimetière, la nouvelle tombe se dessinant à peine au clair de lune. La respectabilité, songea-elle, était un tissu fragile une fois déchiré. L'aiguille de chacun tremblait. Le lendemain apporta une nouvelle vague de spéculation.
L'inspecteur Hewitt avait discrètement interrogé le jardinier à l'aube, et à midi, le village avait conclu que le vol de la clé et la lettre disparue des années précédentes étaient une seule et même origine. Madame Price Ridley proclama au bureau de poste que les servantes portent toujours malheur, tandis que mademoiselle Hartnell remarquait que les maîtresses ne valaient pas mieux. En bref, c'était une matinée ordinaire à St. Mary Mead, sauf que mademoiselle Marple, qui tricotait habituellement avec un calme absolu, n'était pas dans son salon. Elle rendait plutôt visite à madame Carson. La nièce de la veuve la reçut dans un salon soigné, parfumé aux violettes. Miss Marple admira les fleurs, la dentelle, le décorum, si parfaitement agencé qu'elle en paraissait presque effrayée. « J'espère ne pas vous déranger, dit Miss Marple d'un ton doux. Je vous ai apporté un petit gâteau réconfortant. Il faut en manger, même quand le cœur résiste. » Madame Carson parvient à esquisser un léger sourire. « Vous êtes gentille, Miss Marple. Les jours semblent interminables, d'une certaine manière. Le deuil joue d'étranges tours. On se surprend à se souvenir de choses qu'on avait mises de côté depuis longtemps. La main de la jeune femme tremblait lorsqu'elle prit l'assiette. Je ne vois pas l'utilité de remuer le passé. Tante Agnès était très exigeante quant à ce qu'elle souhaitait oublier. Le ton de Miss Marple restait serein. Effectivement. Et pourtant, le passé a toujours tendance à nous le rappeler. Monsieur Lugg a mentionné sa fille. Une pause trop courte pour être surprenante, trop longue pour être indifférente. Alice? Oh oui, la fille est partie subitement. Y avait-il des désaccords entre eux? Peut-être seulement la jalousie habituelle. Ma tante n'avait pleinement confiance en personne. Elle accusait la fille de quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Quel genre de chose? Madame Carson a posé sa tasse de thé un peu trop brusquement. Je ne vois plus l'importance de ça. Tout à fait, dit Miss Marple en se levant. Mais j'ai toujours pensé que les morts laissèrent de petites taches aux vivants. Nous rangeons leurs placards, réglons leurs affaires, et parfois, je crois, leur conscience. En partant, elle aperçut sur la cheminée une petite photo encadrée d'Alice Lugg, visiblement plus jeune, en uniforme. Elle avait été détournée comme si elle hésitait à faire face à la pièce. Ce soir-là, l'inspecteur Hewitt fit escale au cottage de Miss Marple, l'air vif mais las. « Vous avez encore parlé à des gens, dit-il, non sans amabilité. Seulement à ceux qui insistent pour parler en premier, répondit-elle. Il soupira. Entre nous, Miss Marple, le nom de la fille Lugg est bel et bien apparu dans l'une des lettres. Une seule fois. Dites à Alice de brûler ce qu'elle a vu, disait-il. On essaie encore de comprendre. Miss Marple leva brusquement les yeux. Alors peut-être que la lettre n'avait pas disparu du tout. Elle attendait simplement d'être retrouvée. Il fronça les sourcils. Tu penses que le vol de la clé et celui des lettres sont liés? Oh, je pense rarement à quelque chose de précis, inspecteur. Mais je me souviens qu'on ne peut pas enterrer la vérité indéfiniment, même après 20 ans de lavande et de vernis. 9 heures sonnèrent. Du chemin parvint le léger cliquetis d'une sonnette de vélo, puis le silence, comme si quelqu'un s'était arrêté juste avant son portail. Miss Marple leva les yeux vers le bruit, calme mais alerte. Des fantômes, pensa-t-elle, rentrèrent chez eux sans bruit, et totalement indifférents. Le léger cliquetis de la sonnette de vélo persista dans la ruelle silencieuse, bien après que le son lui-même se fût estompé. Miss Marple, debout près de sa fenêtre, observait la forme sombre passer devant son portail, la lampe luisant faiblement sur le métal. La cycliste ne regarda pas vers sa chaumière et ne sonna pas à nouveau. Elle ne put distinguer qui c'était, mais la silhouette semblait trop petite pour un homme, trop pressé pour le loisir. Un messager ou quelqu'un qui craignait d'être vu. Le lendemain matin, elle trouva confirmation sous la forme d'une piste boueuse près de sa haie et d'un petit bout de papier plié coincé entre les feuilles privées. L'écriture était la même que la précédente, mais cette fois, elle ne tenait qu'une seule ligne. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. À midi, le village était à nouveau animé par les théories. L'affaire Roswell est passée du stade de spéculation polie à celui de divertissement moral à part entière. Chez l'épicier, Madame Price Ridley annonçait que la police allait bientôt mettre la main sur cette sournoise, Madame Carson, tandis que M. Ellis, au comptoir, murmurait que Mademoiselle Marple elle-même avait collaboré avec l'inspecteur, vous savez. Même les ragots, semblait-il, avaient commencé à ressembler à une enquête. Au presbytère, l'inspecteur Hewitt sort les lettres, sa patience m'amenant. Miss Marple entra doucement, sa présence le soulageant malgré son scepticisme. « Ah, Miss Marple, vous venez voir les machines tourner? Je pense plutôt à de la broderie, répondit-elle. On a des fils qui semblent très différents, jusqu'à ce qu'on prenne du recul et qu'on voit comment ils se croisent. Il esquissa un léger sourire et lui tendit une lettre. Celle-ci est étrange,
écrite en 1939. Elle mentionne une maladie, une dette et une promesse faite à la fille. Serait-ce la fille de Lugh? Miss Marple ajusta ses lunettes. C'est possible. Mais les promesses ont tendance à changer de propriétaire avec le temps. Parfois, celui qui les a faites oublie, parfois celui qui les tient ne l'oublie jamais. Elle rendit la lettre, mais son regard s'attarda sur le papier. Il portait un léger motif filigrané de cercles entrelacés, chacun contenant une minuscule initiale. Elle le remarqua discrètement, car elle avait déjà vu un tel papier dans une maison totalement différente et dans des circonstances tout aussi malheureuses. À ce moment-là, Madame Bantry entra avec son air habituel d'inquiétude confidentielle. « Jane, vous devez venir immédiatement, c'est Madame Carson. Elle est au cottage et refuse de laisser entrer qui que ce soit. Elle dit avoir trouvé quelque chose d'effroyable dans la pièce fermée à clé. » L'inspecteur Hewitt se redressa. « Restez ici, Miss Marple. » Mais elle, bien sûr, ne l'a pas fait. Lorsqu'ils arrivèrent au cottage Redwell, Madame Carson se tenait dans le hall, pâle comme la craie, serrant contre elle une enveloppe froissée. La pièce derrière elle sentait vaguement le camphre et les roses anciennes. « Je suis venue chercher des papiers de tante, » balbutia-t-elle. Mais c'était sous le plancher, près du lit. Elle avait dû le cacher. Hewitt prit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une clé plus petite, ornée, contrairement à celle en laiton manquante. « Une clé de coffret à bijoux, peut-être, dit-il. » Miss Marple, les yeux fixés sur le plancher, murmura « Ou un substitut, laissé pour tromper. » Ceux qui veulent cacher quelque chose préfèrent souvent 2 serrures, une pour les autres et une pour eux-mêmes. Madame Carson détourna rapidement le regard. « Je voulais juste mettre les choses au clair avant la vente. »« Bien sûr, dit doucement Miss Marple. Nous aimons tous que nos affaires soient en ordre. » Hewitt ordonna de sceller à nouveau le cottage et escorta Madame Carson au presbytère pour une déposition. Mademoiselle Marple s'attarda un instant, fixant la petite clé avant qu'elle ne disparaisse dans un sac à preuves. Son intuition l'attira doucement, sans encore formuler de pensée. Le motif sur le rabat de l'enveloppe, réalisateur, correspondait au filigrane de la lettre précédente, les mêmes cercles entrelacés, légers mais précis. Cet après-midi-là, la femme du pasteur apporta du thé au cottage de Miss Marple, pleine d'une excitation contenue. On ne parlait que de ça. 2 clés, une perdue, une retrouvée. C'est affreux, non, Jane? Pas terrible, ma chère, dit Miss Marple en remuant sa tasse. Juste cohérent. Quand on raconte 2 histoires, il faut souvent 2 clés pour les séparer. Son compagnon cligna des yeux. Tu crois que c'est la nièce? Je pense que Madame Carson a hérité de bien plus que la maison de sa tante. Peut-être d'une situation qu'elle n'a pas créée, mais qu'elle doit maintenant préserver. La femme du vicaire frissonna. Vous donnez vraiment une impression sinistre. Miss Marple sourit faiblement. Oh non, simplement humaine. Ce soir-là, on frappa à sa porte. Encore Monsieur Lugh, chapeau à la main, inquiet. On va accuser Alice, madame, j'en suis sûr. On dira qu'elle a volé cette clé il y a des années. Mais j'ai trouvé quelque chose ce matin dans le hangar, caché derrière le sac à fourrage. Il lui tendit un petit médaillon en fer blanc, terni et cabossé. À l'intérieur se trouvait un minuscule bout de papier, à moitié pourri, avec 3 mots encore lisibles. Pardonnez-moi. R. Miss Marple le tourna entre ses doigts. Le papier portait le même léger filigrane. Vous ne l'avez montré à personne. Il secoua la tête. Il se ravisa. Tu es peut-être le seul à savoir ce que ça signifie. Elle le remercia et promit de le garder précieusement. Lorsqu'il partit, elle déposa le médaillon sur sa table, à côté de son tricot. Le fil de ses aiguilles brillait d'un gris pâle, s'enroulant et se tordant, formant un motif. Ainsi en était-il de l'histoire, pensa-t-elle, des lettres écrites d'une main, des secrets enfouis de l'autre, le tout maintenu par une culpabilité qui refusait de s'effacer. Dehors, la cloche de l'église sonna 8 heures, profonde et sonore. Du fond de l'allée parvient un bruit semblable à du métal heurtant la pierre, 1 fois, puis 2, avant que la nuit ne s'abatte sur lui. Miss Marple leva les yeux de son travail, le visage pensif. Elle sentit que quelqu'un testait quelle serrure la vérité ouvrirait en premier. Le bruit du métal heurtant la pierre résonna à nouveau, plus aigu, délibérément. Miss Marple se leva de sa chaise, un châle sur les épaules, et se dirigea vers la fenêtre. Le clair de lune baignait l'allée d'argent, révélant une silhouette accroupie près du poteau du portail, comme en quête de quelque chose. La silhouette se redressa brusquement. Inspecteur Hewitt. « Pardonnez-moi le dérangement, dit-il lorsqu'elle ouvre la porte. J'ai laissé tomber ma lampe torche. J'étais en train d'inspecter la haie qui borde le chemin. Quelqu'un s'en est servi comme cachette. »
Miss Marple le regarda avec douceur. « Alors, vous avez choisi une excellente soirée pour trouver ce qui ne veut pas être trouvé. » Il sourit d'un air las. « Tu as raison, comme d'habitude. Nous avons retrouvé la clé en laiton disparue il y a 1 heure. Elle était dans le ruisseau derrière le chalet des Lugg, enveloppée dans une toile cirée et attachée avec du fil de fer. « Comme c'est extraordinaire, » murmura-t-elle, si près du point de départ. « Comme si c'était destiné à être trouvé, dit-il. Mais par qui? Je n'en suis pas sûr. » Il hésita, puis sortit un second objet, un fragment de lettre, trempé mais lisible, trouvé avec la clé. Il portait l'écriture familière. « Le reste s'est désintégré, » a déclaré Hewitt. « Mais vous remarquerez qu'il ne date que de 3 mois. » Les yeux de Miss Marple se levèrent, puis l'écrivain était encore en vie au moment du décès de Madame Redwell. « C'est là le problème, » admit-il. La vieille dame n'avait pas posté de lettre depuis des années. Quelqu'un d'autre devait donc correspondre sous son toit. « Ou par son nom, » dit-elle doucement. « Il y a bien des façons de parler à travers les morts, inspecteur. » Il partit peu après, emportant la clé et le fragment. Miss Marple retourna à son fauteuil, pensive. Dehors, le vent pressait la fenêtre comme une main. Une nouvelle lettre, une nouvelle déposée. Cela signifiait que le vieux secret avait récemment refait surface, agité sous sa propre poussière. Au matin, le village regorgeait de la nouvelle version de l'histoire. Selon le jardinier de Madame Bantry, Madame Carson avait été vue en train de brûler des papiers dans sa cheminée à l'aube. Le vicaire, disait On, avait eu une drôle d'allure pendant les matins. La respectabilité exécutait son habituel ballet de déni et de joie. Miss Marple, cependant, préférait une compagnie plus tranquille. Elle prit le petit médaillon que M. Lugg lui avait offert et se rendit chez le bijoutier de Much Benham. M. Hartley, un homme prudent qui aimait mieux les faits que les visages, l'examint sous sa loupe. Un travail de qualité, murmura-t-il, un meuble funéraire victorien de la fin de l'époque. Mais les charnières ont été récemment modifiées, et le métal a été poli de manière irrégulière, comme si on avait voulu effacer un monogramme. Un monogramme? Juste la plus faible trace ressemble à E, peut-être ne, difficile à dire. Il a été nettoyé à proximité. Miss Marple le remercia, et sur le chemin du retour, elle passa devant le cottage Redwell. Les volets s'étaient estirés, mais par une fente, elle aperçut un mouvement, une silhouette pâle traversant le salon, puis s'agenouillant devant l'âtre. Un éclat de tissu noir de jais illumina la lumière. Encore Madame Carson. Elle ne resta pas seule longtemps. On frappa à la porte fermement, officiellement, et elle sursauta visiblement avant de reprendre son calme. L'inspecteur Hewitt entra. Miss Marple, abritée par son parasol dans l'allée, ne bougea pas, mais écouta les voix qui résonnaient dans l'air immobile. « J'ai trouvé la clé, Madame Carson, » disait Hewitt. « Elle était cachée près du terrain de votre jardinier. Y a-t-il une raison pour laquelle votre nom pourrait refaire surface ?»« Je n'ai rien à cacher, » répondit-elle, mince mais provocante. « Je vous l'ai dit, ma tante gardait des choses étranges, des lettres de gens qu'elle plaignait. Elle était sentimentale à sa manière. Aurait-elle eu pitié de quelqu'un qui signerait seulement avec un yeux ?» Une pause. « Tu crois que j'ai falsifié ces lettres? Je pense qu'ils ont été écrits pour protéger quelqu'un. Peut-être même pour vous protéger. » Miss Marple pouvait presque lire la lutte sur le visage de Madame Carson, l'expression oscillant entre indignation et peur. Le ton de Hewitt s'adoucit. « Si vous avez dissimulé quelque chose, dites-le moi maintenant avant que les preuves ne parlent d'elles-mêmes. » Mais Madame Carson dit seulement « Je n'ai rien à ajouter » et ferma la conversation comme une porte. Ce soir-là, Miss Marple invita Madame Bantry à prendre le thé et examina le modèle à voix basse, comme si elle tricotait des mots plutôt que du fil. Nous avons une clé perdue, une autre retrouvée, et une troisième de forme bien différente découverte sous le plancher. Nous avons des lettres, écrites d'une ancienne écriture et une toute nouvelle, du même style. La fille du jardinier avait été renvoyée il y a des années. La nièce est maintenant nerveuse, et tout cela tourne autour d'un nom réduit à une seule lettre. Madame Bantry cligna des yeux. « On dirait une pièce de théâtre. »« Ma chère, les êtres humains ne s'arrêtent jamais de chanter, » a dit Miss Marple. La difficulté est de savoir qui se souvient encore de son texte. Avant que Madame Bantry puisse répondre, on frappa à la porte. C'était encore M. Lugg, le visage essoufflé. « L'inspecteur recommence, madame, » dit-il. « Il est près du ruisseau et dit qu'ils ont trouvé autre chose. Miss Marple est allée chercher son châle. Alors, il ne faut pas le faire attendre. » À leur arrivée, le ruisseau brillait d'un argent terne à la lumière des lampadaires. Hewitt se tenait avec 2 agents, tenant une petite boîte en fer-blanc récupérée dans la boue. Elle était identique à celle retrouvée sous le plancher de Madame Redwell,
Mais celle-ci, une fois ouverte, ne contenait que des cendres humides et un simple morceau de ruban, autrefois rouge, aujourd'hui d'un brun délavé. Hewitt la retournait dans ses mains. Du papier brûlé, probablement des lettres. Celui qui a fait ça était minutieux. Le regard de Miss Marple se posa sur le ruban, et pourtant, pas assez minutieusement pour masquer cette nuance particulière, dit-elle doucement. J'ai déjà vu un ruban comme celui-là au mariage de Madame Carson, en photographiant le bouquet. Hewitt fronça les sourcils. Tu crois qu'elle a détruit ses propres preuves? Je crois que quelqu'un a voulu lui donner bonne conscience, dit Miss Marple. Et la conscience, inspecteur, c'est la seule chose qui ne reste pas enfouie. Le vent souleva les cendres dans l'air, les dispersant comme de la neige grise sur le ruisseau. Miss Marple les regarda s'éloigner, chaque particule formant une phrase que l'on espérait ne jamais lire. Puis elle se tourna vers le sentier, les yeux fixés sur la rangée sombre de chaumières devant elle. Il y avait d'autres conversations à avoir, polies, pénibles et nécessaires. Les cendres s'élevèrent des mains de l'inspecteur comme de minuscules papillons gris, se dissolvant dans l'air nocturne. Miss Marple resta immobile, les yeux scrutant leur vol. « On pourrait presque croire, murmura-t-elle, que la vérité persiste à retourner dans l'air d'où elle est venue. » Hewitt poussa un soupir. « Vrai ou faux, quelqu'un a encore falsifié des preuves, et si Madame Carson ne l'a pas fait elle-même, quelqu'un est déterminé à le faire croire. » Il ordonna aux agents de fouiller les berges en amont. Miss Marple s'attarda, son regard se posant sur la terre retournée au bord de l'eau. Un petit objet pâle y brillait. Elle se pencha prudemment, sans faire de commentaires, et ramassa la moitié cassée du fermoir d'une broche, en forme de clé délicatement courbée. Plus tard, dans le bureau de l'inspecteur, la preuve se trouvait entre eux sous la lumière d'une lampe. « Vous pensez qu'elle provient de la broche à nœuds de veuve ?» demanda Hewitt. « Le même travail, oui, dit Miss Marple. Mais remarquez que la cassure est nette. Elle n'a pas été perdue, elle a été arrachée. » Hewitt fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?»« Ce qui veut dire émotion, inspecteur. Une émotion soudaine. On déchire rarement du métal, sauf si quelque chose d'autre est déchiré aussi. » Il la fixa du regard, puis rit doucement. « Tu fais encore sonner le meurtre comme une broderie. Seulement le genre négligé, dit-elle. » Le lendemain matin, la clarté trompeuse d'un beau temps après le scandale se leva. Au salon de thé Bluebell, Madame Price Ridley déclare avoir toujours dit que Madame Carson avait ce regard, tandis que Mademoiselle Hartnell exprimait ses soupçons envers la gouvernante du vicaire, aperçue à traîner près de la boîte aux lettres à des heures indécentes. À St. Mary Mead, les ragots ne se contentaient pas d'un seul suspect, quand ils pouvaient en produire 3. Cet après-midi-là, Miss Marple se rend au presbytère, où l'inspecteur Hewitt interrogeait l'épouse du pasteur. La pauvre femme se tordait les mains, comme si elle se libérait de sa conscience. « Je n'ai rien fait de mal », a-t-elle insisté. Madame Carson a demandé si elle pouvait déposer une lettre dans la boîte aux lettres de l'église il y a quelques semaines. Je pensais que c'était très secret, mais elle a dit que c'était pour un cousin à l'étranger. « As-tu vu la lettre ?» demanda Hewitt. « Non, mais je me souviens que l'enveloppe était ivoire, lourde, et scellée à la cire. De la cire rouge. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'immobilisèrent en plein vol. « De la cire rouge ?» « Oui. Je me souviens avoir trouvé ça plutôt démodé, presque théâtral. » Hewitt échangea un regard avec Miss Marple. Il faudra voir si la poste se souvient d'une telle lettre. Après l'entretien, Miss Marple rejoignit la femme du pasteur dans le jardin, où les roses ployaient sous le poids de la pluie de la nuit précédente. « Vous avez bien fait de le lui dire, » dit-elle doucement. « Certaines lettres sont comme des confessions, il faut les envoyer, même si personne n'ose les lire. » La femme hocha la tête, même si des larmes lui brillaient les cils. « C'est vraiment dommage, Miss Marple. Le nom de la pauvre Agnès Redwell traînait dans la boue. Et pourquoi? Un vieux malentendu, peut-être? Ou un nouveau, dit doucement Miss Marple. En quittant le portail du presbytère, elle faillit percuter Madame Carson. Le visage de la jeune femme était tiré, les yeux cernés. « On dit que l'inspecteur me soupçonne, » dit-elle sans préambule. « Je ne peux pas supporter ça, mademoiselle Marple. Je n'ai rien fait. »« Alors, repose-toi, » dit Miss Marple en lui prenant doucement le bras. « La culpabilité et l'innocence fatiguent le corps de la même manière. » Madame Carson émit un petit rire désespéré. « Si seulement les gens cessaient de parler !»« Ma chère, » répondit Miss Marple, « à St. Mary Mead, ce serait un miracle plus grand que la résurrection. » Madame Carson la regarda fixement, puis baissa les yeux. « Vous ne me croyez pas ?»« Je crois, » dit prudemment Miss Marple,
que vous essayez de protéger quelqu'un, et une protection mal placée n'est qu'une forme de destruction. » Les mots semblèrent là la frapper. Elle ouvrit la bouche, la referma et s'éloigna précipitamment sans un mot. Ce soir-là, alors que Miss Marple rentrait chez elle, la cloche de l'église sonna 6 heures. Une fine brume se déposait, adoucissant les bordures des chaumières comme celles des haies. Elle s'arrêta près du portail de Redwell. La chaumière semblait vide, mais une faible lueur jaillissait d'une fenêtre à l'étage. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Elle resta un long moment dans l'allée, puis se détourna. Quelques pas plus loin, elle croisa l'inspecteur Hewitt qui s'avançait à grands pas, chapeau baissé. « Mademoiselle Marple, où allez-vous ? » »« Nulle part en particulier. Mais vous pourriez trouver de la compagnie au cottage Redwell. » Il fronça les sourcils et accéléra le pas. Miss Marple le suivit, plus lentement mais sûrement. Lorsqu'ils arrivèrent, la porte était entr'ouverte. Hewitt la poussa avec précaution. Une légère odeur de fumée les accueillit. Dans le petit salon, une lampe était renversée, et sur la table, des cendres encore chaudes. « Des lettres » dit Hewitt d'un ton sombre. Elle a essayé de détruire le reste. Mais il y avait autre chose sur le sol, un mouchoir, monogrammé, C, à moitié brûlé sur les bords. Hewitt se pencha pour le récupérer juste au moment où une voix retentit depuis la porte. « Je ne voulais pas... Oh, je ne voulais pas ça !» Madame Carson se tenait là, pâle et tremblante, les cheveux dénoués, les mains noircies par la suite. Je pensais que, si je les brûlais, ce serait fini. La voix de Hewitt était calme, mais ferme. « Quoi, Madame Carson ?» Sa réponse lui parvint dans un murmure. Les promesses, les mensonges. Elle vacilla, et Miss Marple la rattrapa par le bras. « Ma chère, détruire du papier détruit rarement ce qui y était écrit. Il l'emmène dehors, à l'air frais. » Elle s'assit sur la marche, tremblante, fixant ses mains sales, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. « Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Ce n'était pas à moi de les brûler, c'était à elle. »« Chez Madame Redwell ?» demanda Hewitt. « Non. Salut. » Le mot resta là, simple et définitif. Hewitt et Miss Marple échangèrent un regard, mais elle secoua légèrement la tête. Ce n'était pas encore l'heure. L'inspecteur aida Madame Carson à se relever et la guida vers la voiture qui l'attendait. Tandis qu'elle s'éloignait dans le fracas du chemin, Mademoiselle Marple resta près du portail, les yeux fixés sur le léger filet de fumée qui s'échappait de la cheminée. Les cendres ne raconteraient leur histoire à personne, mais la culpabilité, elle le savait, avait une mémoire plus longue. Quelque part derrière elle, une porte d'église grinça et une rafale de vent fit tomber les derniers pétales des roses de Redwell sur les débris blafards de la route, dispersés par des mains invisibles. Miss Marple les regarda dériver vers le sentier qui s'assombrissait, sachant que quelque chose, peut-être la vérité elle-même, commençait à peine à se manifester. À peine les rousses de la voiture avaient-elles disparu dans le chemin que Miss Marple retourna vers le cottage. La nuit était fraîche, mais l'odeur de fumée flottait encore dans l'air comme un parfum de culpabilité. Les hommes de Hewitt éteignirent les dernières braises dans le salon, leurs bottes crissant doucement sur le carrelage. « Conservez les restes, » ordonna Hewitt. « Nous les ferons examiner pour déceler toute trace d'encre ou de cire. » Il jeta un coup d'œil vers Miss Marple, qui se tenait sur le seuil, étudiant la pièce avec cette douceur désarmante qui précédait si souvent ses perceptions les plus aiguës. « Tu penses qu'elle ment ?» dit-il doucement. « Oh non, inspecteur, répondit-elle. Je crois qu'elle a peur, ce qui est parfois pire. » Hewitt soupira. Elle parla de ses lettres. Nous avons vérifié la correspondance de Madame Redwell qui nous est parvenu aucun correspondant masculin portant cette initiale. Si un homme était impliqué, il était parti ou mort depuis longtemps. Ou les deux, dit Miss Marple, les yeux fixés sur le contour flou du tapis, qui protégeait le plancher de la suie. La mort et l'absence sont rarement synonymes. Elle se déplaça délicatement dans la pièce, s'arrêtant près de la cheminée. Là, parmi la suie et la poussière, gisait un reste de cire à cacheter à moitié fondue. Elle le prit entre ses doigts. De la cire rouge, encore, inspecteur, comme l'avait mentionné la femme du pasteur. Quelqu'un écrivait non seulement de cette maison, mais dans Hill. Hewitt fronça les sourcils. Les lettres n'étaient donc pas de vieilles reliques. Elles étaient récentes. Mais pourquoi ce secret? Pourquoi les cacher, les brûler, voler des clés? Miss Marple esquissa un petit sourire contrit. Parce que les gens ne détruisent jamais vraiment ce qu'ils veulent oublier, ils ne font que le cacher derrière les bonnes manières. Le lendemain matin, une bruine grise s'abattit sur le village, lui donnant un air de culpabilité et de curiosité. Miss Marple, après une marche rapide jusqu'à l'épicerie,
reçoit 3 confidences avant d'atteindre son portail. Madame Price Ridley avait vu sa nièce parler au facteur d'un ton conspirateur, tandis que M. Ellis jurait avoir trouvé le gant d'un inconnu sur le chemin de l'église. Même Mme Bantry, d'habitude plus raisonnable, prétendit avoir aperçu quelqu'un à la fenêtre du presbytère après minuit, un homme grand, voûté, ou peut-être simplement nerveux. Miss Marple les remercia tous avec une politesse impeccable et rentra chez elle pour réfléchir. L'indice, elle le savait, ne résidait pas dans l'imagination du village, mais dans sa prévisibilité. Les gens reproduisent leurs habitudes bien plus souvent que leurs mensonges. Elle versa du thé, porta son tricot à la fenêtre et attendit. À 3h30, on frappa à sa porte. C'était encore M. Lugg, sa casquette serrée. « Ils ont laissé partir Madame Carson, madame. Ils ont dit qu'il n'y avait pas encore de frais. »« Je suis très contente, » dit Miss Marple, qui n'était pas du tout surprise. « Et comment va votre fille ces jours-ci? Toujours à Bristol ?» Il avait l'air surpris. Oui, pourtant, elle avait écrit la semaine dernière. Elle avait dit qu'elle pourrait venir si le temps le permettait. Comme c'est gentil. Dites-lui que le jardin de l'église a l'air bien plus beau. Je suis sûr qu'elle se souviendra des roses. M. Lugg partit quelques minutes plus tard, l'air légèrement intrigué par la tournure de la conversation. Miss Marple sourit intérieurement. Elle avait planté une graine et, comme dans tous les jardins du village, elle comptait bien voir ce qui allait fleurir. Ce soir-là, elle invita l'inspecteur Hewitt à dîner. L'invitation elle-même était son test. Elle servit un hachis parmentier et un pudding d'apparence parfaitement innocente, et pendant le repas, elle guida la conversation avec son air sinueux habituel. « Voyez-vous, inspecteur, les gens s'imaginent que les crimes surviennent en un instant, que ce soit des passions soudaines ou des actes violents, mais la plupart se développent lentement, comme des mauvaises herbes. On les reconnaît à la façon dont leurs racines s'accrochent. » Il hocha la tête, habitué à ces paraboles. « Et quelle mauvaise herbe crois-tu qu'on cultive là ?» L'expression de Miss Marple était sereine. Du regret, peut-être. Et son cousin? La peur. Le comportement de Madame Carson suggère qu'elle en sait plus qu'elle ne peut l'admettre sans incriminer quelqu'un qu'elle aime encore. La question est de savoir qui. Sa tante? Non. Je pense plutôt que c'est Madame Redwell qui a été trompée, et non pas qui a trompé. La tromperie a commencé avec ses lettres d'amour, peut-être, mais qui ne lui appartenaient pas. Elle a découvert la vérité, l'a gardée sous clé, et quelqu'un a craint qu'elle ne parle. Hewitt posa sa fourchette. « Vous pensez donc que Madame Carson n'est pas la coupable, mais l'héritière de la culpabilité de quelqu'un d'autre ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Précisément. Et parfois, inspecteur, l'héritage est le crime le plus cruel qui soit. » Après son départ, Miss Marple alla chercher son châle et fit sa promenade du soir devant le cottage Redwell. La lumière de la lampe brillait faiblement derrière les rideaux tirés. Par une fente, elle aperçut Madame Carson, assise, immobile, près de l'âtre, les mains jointes sur les genoux, comme si elle attendait son jugement. Miss Marple s'arrêta près du portail, puis laissa délibérément le loquet claquer. À l'intérieur, Madame Carson remua, se leva et s'approcha de la fenêtre. Leurs regards se croisèrent à travers le glaçage conversation silencieuse. Une femme offrant son pardon, l'autre incapable encore de l'accepter. De retour chez elle, Miss Marple déposa la cire à cacheter à moitié fondue près du fermoir brisé de la broche. 2 moitiés de symboles différents, l'une de sentiment, l'autre de tromperie. Elle se remit à tricoter, enroulant le fil dans un rythme lent et pensif. Après tout, les motifs se révélaient non pas à la première maille, mais à la dernière. Tandis qu'elle travaillait, elle murmurait « 2 clés, une serrure, 2 lettres, un écrivain. » Et pourtant, une seule main tremblait assez pour les brûler. Dehors, la pluie s'intensifie. Quelque part dans le chemin, une portière de voiture claqua. Miss Marple leva les yeux, tendant l'oreille. Elle entendit des voix masculines, pressantes, puis le faible bruit de sabots s'estompant vers le presbytère. Elle posa son tricot et se leva. L'inspecteur arriverait bientôt, elle en était certaine. L'acte suivant, comme dans toutes les tragédies silencieuses, était prêt à commencer. La pluie avait à peine cessé que la voiture s'arrêta devant la grille de Miss Marple. On frappa à la porte d'un ton sec, officiel et légèrement humide. Elle ouvrit et trouva l'inspecteur Hewitt, chapeau à la main, l'air grave. « Je m'en doutais, » dit-elle calmement. « Vous venez du presbytère. » Il hocha la tête. Madame Carson était partie, disparue depuis 1 heure. Le pasteur trouva la porte de derrière ouverte et la maison vide.
Il avait tout laissé sa malle, son sac à main, même son manteau. Miss Marple a décroché son châle. Elle n'est donc pas allée bien loin. On s'enfuit rarement sans apporter quelque chose d'eux-mêmes. Puis-je venir ? Ils descendirent ensemble le chemin en direction du cottage Redwell. L'air sentait la pluie et la terre détrempée. Les haies luisaient comme de la dentelle mouillée. À leur approche, un mince filet de fumée s'échappa de la cheminée, chose impossible, le feu étant éteint depuis des heures. Hewitt sauta à terre, faisant signe à ses hommes de prendre la porte, mais Miss Marple lui saisit la manche. « Attends un peu, murmura-t-elle. Cette fois, elle ne brûle pas de preuves. Elle essaie de se donner du courage. À l'intérieur, la maison était sombre, le feu de l'âtre crépitant. Madame Carson était assise à côté, pâle et posée, une lettre sur ses genoux. Lorsqu'elle leva les yeux, sa voix était ferme mais creuse. « Vous n'aurez pas besoin de menottes, inspecteur. J'en ai assez des mensonges. » Hewitt avança prudemment. « Nous voulons seulement la vérité, madame. C'est sur la table. » Miss Marple s'y dirigea, et son regard tomba sur 2 objets. La clé familière en laiton, fraîchement polie, et une lettre pliée, collée à la cire rouge. Le même sceau à l'ancienne, portant la faible empreinte d'initiales entrelacées, R et UN. Agnès Redwell. « Et ?» demanda-t-elle doucement. Le regard de Madame Carson ne vacillait pas. « Robert Carson, le père de mon mari, l'homme qui avait ruiné ma tante et l'avait laissée seule à porter la honte. » Hewitt inspira brusquement. Puis, « Oui, dit-elle, ces lettres étaient les siennes. Il lui avait écrit pendant des années après avoir épousé une autre femme, ma belle-mère. Il implorait son pardon, promettait réparation. Elle les gardait sous clé, peut-être par pitié, peut-être par amour. Je les ai retrouvées en venant la soigner l'hiver dernier. Quand j'ai compris que mon propre mari était le fils de celle qui l'avait trahi, je les ai brûlées. Non pas pour moi, mais pour lui. » Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. La vieille blessure était trop cruelle pour qu'elle puisse la parler. Tante Agnès lui pardonna à sa manière, je crois. Elle avait l'intention de me laisser la clé à sa mort, mais elle a dû changer d'avis à la fin. Miss Marple l'observa avec douceur. « Et c'est ainsi que tu fais irruption dans la pièce avant les funérailles. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il fallait absolument que je voie ce qu'elle cachait. Quand j'ai trouvé les lettres, j'ai pensé qu'elle nous détruirait tous si la police les voyait. Alors j'ai pris la clé et j'ai menti. La suite, tu la connais. » Hewitt jeta un coup d'œil à Miss Marple. « Et le 2e lot de cendres près du ruisseau ?» La voix de Madame Carson tremblait. C'étaient les exemplaires qu'il gardait. La fille du jardinier les avait trouvés un jour, Alice, et avait menacé de les révéler. Ma tante l'avait congédiée discrètement, mais sans méchanceté. Je les croyais perdus à jamais, jusqu'à ce qu'on me les rapporte la semaine dernière. « Quelqu'un ?» dit doucement Miss Marple. « Un homme, plus âgé, débraillé, disait avoir travaillé pour mon père. Il les avait laissés dans un colis et avait disparu avant que je puisse lui demander son nom. » La voix de Miss Marple qui tricotait se fit entendre, calme et mesurée. Peut-être n'était ce pas celle d'un inconnu. Monsieur Leug, espérant peut-être enfin réparer les souffrances de sa fille. Madame Carson se retourna brusquement. « Tu crois ? Je pense que la culpabilité se propage dans les familles comme une graine portée par le vent, » a déclaré Miss Marple. « Monsieur Leug savait peut-être que les lettres existaient. Il a peut-être même voulu protéger la mémoire de votre tante, sans se rendre compte qu'il rallumerait la chose même qu'il voulait enterrer. » L'inspecteur se frotta le menton. Ça tombait bien. Il était mal à l'aise ces dernières semaines, toujours près du chalet. Miss Marple hocha la tête. Et cela explique les 2 boîtes en fer blanc. La première cachée par Madame Redwell, la seconde enterrée par un homme qui pensait à nouveau cacher sa honte. Mais les secrets ne reposent pas en paix, inspecteur. Ils ont besoin d'un gardien. Et quand le gardien meurt, il s'agite. La voix de Madame Carson finit par se briser. Alors, tous ces murmures, tous ces soupçons, parce que personne ne pouvait supporter la vérité d'un seul péché commis avant moi. Miss Marple posa la main sur son bras. « Le mal meurt rarement de vieillesse, ma chère. Il change simplement d'adresse. » Hewitt s'éclaircit doucement la gorge. « Vous avez commis une faute, Madame Carson, mais je ne vois aucun crime ici, seulement une dissimulation, peut-être une obstruction. L'opinion publique fera le reste. » Elle hocha légèrement la tête, reconnaissante, les yeux fixés sur la clé qui brillait sous la lumière de la lampe, et puis que ce soit fini. Mais Miss Marple, les yeux toujours fixés sur le feu, parlait presque toute seule. Pas tout à fait. Une question subsiste qui a volé la clé avant les funérailles.
Vous n'auriez pas pu la prendre si vous étiez dans le cimetière. Pourtant, quelqu'un d'autre savait ce qu'elle signifiait. Madame Carson fronça les sourcils. Et alors, une ombre emplissait l'embrasure de la porte. Monsieur Lugg se tenait là, casquette à la main, le visage blême. « Je l'ai fait, Miss Marple, » dit-il d'une voix rauque. « Je l'ai prise après la cérémonie. Je ne supportais pas qu'il fouille dans ses affaires. Elle était gentille avec ma fille. Je voulais seulement assurer la sécurité de la pièce. » Hewitt s'avança vers lui, mais Miss Marple leva la main. « On dirait que nous avons tous fermé nos chambres à clé, Monsieur Lugg, et même certaines dans nos cœurs. » Il baissa les yeux, les larmes s'accumulant comme la pluie. « Je n'avais jamais voulu que quelqu'un en meure. Peu de gens le font, dit-elle. L'horloge du hall sonna 9 heures. La clé de laiton, la cire rouge et les cendres reposant en silence sur la table, vestiges du remords, chacune étant une tentative différente de dissimuler ce qui ne pourrait jamais l'être complètement. Miss Marple croisa les mains sur son sac à tricot. « Bon, dit-elle doucement, je crois que c'est fini maintenant, ou presque. » Son regard cependant s'attarda sur le feu. Les flammes sifflaient, faiblement, et pendant un bref instant, elle vit le seau fondre à nouveau, la cire rouge se fondant dans les braises, comme si elle refusait toujours de révéler tout ce qu'elle savait. « Presque, » avait dit Miss Marple, et son ton résonna longtemps après que les autres se furent tus. La pluie était revenue lorsque l'inspecteur Hewitt raccompagna Madame Carson chez elle, laissant Miss Marple seule dans le calme des ruines du salon Redwell. Elle effleura une fois de plus la clé de cuivre froide, puis la reposa délicatement sur la table, où elle brillait comme le dernier signe de ponctuation d'une phrase longue et compliquée. Le lendemain matin, St. Mary Mead se réveilla dans un calme hésitant, ce silence qui suivit les ragots quand la vérité s'est infiltrée. Chez l'épicier, la conversation porte sur la météo à la poste, sur le fond pour le toit de l'église. Même Madame Price Ridley parut apaisée, se contentant de remarquer qu'on ne connaît jamais vraiment les familles, n'est-ce pas, avant de baisser la voix et d'aborder le prix du thé. L'inspecteur Hewitt est venu voir Mademoiselle Marple dans l'après-midi. Il paraissait fatigué, mais étrangement plus léger, comme si un poids avait été déplacé de sa conscience vers sa vraie place. « Tout est réglé, » dit-il en acceptant son offre de thé. « Le mari de Madame Carson a été prévenu. Il l'a emmené chez des proches dans le Devon. Le coroner est convaincu qu'il n'y a aucune accusation criminelle à porter, et Bagwell part pour Bristol demain. Je veux voir sa fille. » Miss Marple versa le thé avec une précision silencieuse. « Enfin, chacun regagne sa chambre, » murmura-t-elle. Hewitt eut un petit rire. « Je ne comprends toujours pas comment tu l'as remarqué avant qu'on parle du jardinier et de la deuxième boîte. »« Ce n'était pas difficile, » répondit-elle doucement. « On se répète. » Monsieur Lugg dissimulait sa culpabilité comme Madame Carson dissimulait sa honte en les enterrant. Il suffit d'écouter quelqu'un parler des morts, ils révèlent toujours quels fantômes leur murmurent encore. Il sourit en secouant la tête. « À vous entendre, la psychologie paraît plus utile que les empreintes digitales. C'est peut-être vrai, dit Miss Marple. Les empreintes digitales révèlent qui a touché l'objet. La psychologie le dit. Pourquoi ? » Ils burent leur thé dans un silence complice. Dehors, les nuages commencèrent à se dissiper, et un soleil pâle caressa le jardin du presbytère. Quelque part, un merle chanta, le même peut-être, qui avait reculé le jour des funérailles. Quand Hewitt se leva pour partir, elle le suivit jusqu'à la porte. « Inspecteur, dit-elle doucement, si vous souhaitez un jour comprendre la méchanceté humaine, mieux vaut l'étudier auprès de personnes bien intentionnées. » Il sourit, ôta son chapeau et partit. Ce soir-là, Miss Marple fait sa promenade habituelle dans le cimetière. La nouvelle tombe de Madame Redwell s'était soigneusement enfouie dans la terre, son monticule ramolli par la pluie. Quelqu'un, peut-être Madame Bantry, y avait déposé un brin de lavande. Le parfum flottait dans l'air frais, léger et indulgent. Elle resta un moment pensive. Il n'y avait pas eu de meurtre, seulement un meurtre discret, où l'amour, l'orgueil et le secret s'unissent pour étrangler la paix plutôt que la vie. Mais de tels crimes, songea-t-elle, étaient souvent les plus corrosifs. Ils sévissent dans les salons et les livres de prière, derrière des rideaux de dentelle et une certitude morale, jusqu'au jour où une porte verrouillée s'ouvrit et le village entrevit un instant ce que signifiait être humain. De retour chez elle, elle trouva une petite enveloppe sur le pas de sa porte. L'écriture était familière, maladroite, masculine. À l'intérieur se trouvait un mot de M. Lugg, écrit avant son départ. « Merci d'avoir arrangé les choses. Mon Alice t'embrasse. La pièce est vide. Maintenant, mais je ne me sens plus seule. » Miss Marple sourit faiblement et plaça la lettre parmi ses aiguillettes à tricoter. La clé, elle le savait, finirait par revenir au notaire. Le cottage a de nouveaux locataires et l'histoire à la rumeur.
Mais à St. Mary Mead, la rumeur n'était qu'un souvenir avec une nouvelle robe. Elle s'installa près de la fenêtre avec son thé du soir. De l'autre côté du chemin, les lampes du presbytère brillaient doucement, et le monde, malgré sa fragilité, avait retrouvé son ordre. Pourtant, elle savait que quelque part, derrière une autre haie soignée ou un rideau de dentelle, une autre histoire prenait déjà forme, calme, courtoise et dangereuse à sa manière. Alors que l'horloge sonnait 8 heures, Miss Marple regarda une fois de plus la petite clé en laiton posée sur sa table. Son métal reflétait la lumière de la lampe et scintillait faiblement, comme une question à laquelle on aurait répondu mais qui n'aurait pas été étouffée. Elle tendit la main, la fit tourner entre ses doigts et sourit. « Malgré tous nos verrous, murmura-t-elle, nous ne gardons jamais vraiment quoi que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. » La pluie recommença, douce comme un souffle contre la vitre. Miss Marple joignit les mains, écoutant le bruit de la pluie tombée, aussi régulier et impassible que le temps lui-même.